Sud Radio Midi, on est ensemble jusqu'à 13h30. Il est précisément midi 28 sur Sud Radio. Il est 13h28 en Israël ou en Palestine ou dans la bande de Gaza où une trêve très précaire a été conclue hier dans la nuit à 22h30 heure de Paris. Une trêve entre Israël et le Hamas qui devait mettre un terme à l'envoi de roquettes. 3 minutes plus tard, on apprenait que l'armée israélienne avait choisi de frapper un certain nombre de cibles pour répondre à d'autres tirs qui venaient de la bande de Gaza. Quelle est la situation sur place? C'est la question qu'on se pose avec notre invité. Bonjour Arié Ben-Semoun. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes directeur exécutif d'Elnet France. Pour ceux qui connaissent votre nom, on vous a beaucoup entendu sur Sud Radio et depuis très longtemps, vous étiez par ailleurs le président de la communauté juive de Toulouse à l'époque des dramatiques attentats, de Mohamed Merah. Arié Ben-Semoun, revenons d'abord sur la situation. Je le disais, le monde s'est félicité d'apprendre la conclusion d'une trêve dans la soirée hier, puis 3 minutes après, on apprenait que de nouvelles frappes avaient été engagées. Où en est-on à ce stade ? Écoutez, il semblerait que la trêve soit respectée par les deux parties et principalement par le djihad islamique, parce qu'évidemment, si elle ne l'était pas, les Israéliens seraient en situation de devoir absolument riposter, même si, vous l'avez bien compris, la riposte israélienne est extraordinairement mesurée puisqu'elle ne veut cibler que les tirs de roquettes et que les hommes en armes du djihad islamique, c'est-à-dire les islamistes et les terroristes. Par conséquent, nous espérons que ce cessez-le-feu tiendra. Mais la question qui reste posée de toutes les façons, c'est jusqu'à quand? Parce que tant que les groupes palestiniens armés agiront dans la bande de Gaza contre Israël, il y aura forcément des flambées de violence qui auront lieu encore malheureusement les semaines et les mois qui viennent. Alors revenons d'abord sur la terminologie et sur la qualification des différents groupes qui sont en présence. J'ai parlé du Hamas, ça c'est le groupe qui est au pouvoir au sein de la bande de Gaza. Là, vous parlez du djihad islamique qui est une autre organisation. C'est celle d'ailleurs qui a allumé la mèche, si j'ose dire. Quelle est la différence entre les deux ? Écoutez, la différence, elle est très ténue. Les deux organisations sont soutenues par l'Iran, qui les finance et qui les arme. Les deux organisations sont des organisations fanatiques et islamistes. Et puis, ce sont des organisations terroristes reconnues comme telles par l'Union européenne, les États-Unis, un grand nombre de pays. C'est-à-dire qu'elles cochent des cases très précises en termes de nomenclature internationale. Et ces organisations-là, le Hamas particulièrement, mais le djihad islamique aussi, on vient de le voir, tiennent la bande de Gaza d'une main de fer et rappelons qu'ils ont pris le pouvoir, et notamment le Hamas, le pouvoir par la force il y a maintenant plus de 15 ans et qu'ils exercent toutes les contraintes possibles et imaginables, d'abord sur les populations qui n'ont aucun droit, qui n'ont aucun recours, qui n'ont pas accès à quoi que ce soit puisque c'est une dictature islamiste radicale et évidemment ils exercent la violence contre l'État d'Israël en permanence puisqu'il n'y a aucun contentieux entre la bande de Gaza et l'État d'Israël. Oh, il y a 2 ou 3 contentieux quand même, c'est un conflit qui dure. Il n'y a aucun contentieux côté israélien. Je rappelle quand même que les Israéliens ont totalement évacué cette zone il y a plus de 15 ans maintenant, qu'il n'y a pas un Israélien sur le territoire de la bande de Gaza et que si les Palestiniens, notamment du Hamas et du djihad islamique, ne bombardaient pas à coups de centaines et de milliers de roquettes le territoire israélien, il n'y aurait aucune riposte. Vous savez, le dicton est connu. Le jour où les Palestiniens terroristes baisseront les armes, il n'y aura plus de guerre. Le jour où Israël baissera les armes, il n'y aura plus d'Israël. Effectivement. Bon, ça, vous avez le droit de le dire, évidemment, et c'est votre point de vue, mais pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, revenons sur la question que je vous ai posée, parce qu'il y a malgré tout une différence. Aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a des discussions régulières, ne serait-ce que pour pouvoir coexister sans que la guerre n'éclate toutes les semaines, entre Israël et le Hamas. Donc, pourquoi c'est le djihad islamique qui a déclenché les hostilités cette fois-ci et non le Hamas ? Tout simplement parce qu'il y a aussi une compétition entre groupes terroristes et groupes radicaux dans la bande de Gaza, parce que plus vous êtes en première ligne dans le combat contre Israël, plus vous pouvez vous attirer des partisans, vous savez, c'est la surenchère du mal et du pire, et plus vous pouvez obtenir aussi de la part de votre mandant, c'est-à-dire l'Iran, des financements et des crédits. Après, chacun joue sa carte. Il y a aussi beaucoup de discussions en interne dans le monde palestinien, vous l'avez bien compris. Il y a les conflictualités entre le Hamas et le Fatah, entre l'autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas à Gaza et les organisations terroristes qui pratiquent tous la surenchère.
pour savoir qui va occuper le leadership. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a une compétition latente dans le monde palestinien pour savoir qui prendra la suite de Mahmoud Abbas, qui est à la 17e année de son mandat de 4 ans, qui a 88 ans, qui n'a pas tout son avenir devant lui. Et bien évidemment, il y a là aussi une compétition pour le leadership palestinien global. Tout cela doit être pris en compte dans cette poudrière qui est devenue malheureusement, ou que sont devenus ces territoires palestiniens. Mais je le répète à nouveau, il n'y a aucun contentieux entre Israël et la bande de Gaza. Vous savez, quand les Israéliens ont quitté la bande de Gaza, c'était il y a plus de 15 ans, tout a été mis en œuvre pour qu'il y ait une coopération pacifique, qu'il y ait des échanges de marchandises, de population, que tout le monde puisse circuler, puisse travailler normalement. Malheureusement, le Hamas, qui est une organisation terroriste, a pris le pouvoir par la force. Et ce faisant, a transformé la bande de Gaza comme une sorte de porte-avions, porte-missile pour attaquer en permanence l'État d'Israël. Enfin, ça, c'est pas une opinion, c'est une vision absolument objective. Après, on peut discuter si on veut soutenir ces gens-là ou ne pas les soutenir. Ça, c'est une question politique et il appartient à chacun d'y répondre. Évidemment, s'agissant des démocraties, on peut comprendre qu'elles ne puissent soutenir ou en tout cas favoriser l'expression de ces mouvements terroristes qui agissent selon des méthodes qui ne sont pas celles de l'état de droit ou celles des démocraties auxquelles nous sommes attachés. Voilà. Justement, Arié Bensemoun, je le rappelle, vous êtes directeur exécutif d'Elnet France. Elnet France qui œuvre au dialogue entre Israël et la France. Quelle est la position de la France dans ce contexte, à part le fait d'appeler au calme et à la retenue les différentes parties en présence? Vous savez, appeler au calme et à la retenue, c'est, j'ai envie de vous dire, le service minimum. C'est bien que la France le fasse, c'est bien que les pays européens le fassent, qu'elles essayent d'être des médiateurs dans cette confrontation entre les uns et entre les autres, mais il ne faut pas tout confondre. D'un côté, on a une démocratie qui est agressée sur son territoire avec des civils qui sont ciblés. De l'autre côté, on a des organisations terroristes. Regardez ce que fait la France. Et elle le fait à raison. Elle va chasser les islamistes à des milliers de kilomètres de chez elle. Si il y avait des groupes qui tiraient des missiles sur la ville de Toulouse, de Bordeaux ou de Marseille, on peut imaginer quelle serait la réaction de la France. Et la France aurait raison de se défendre. Si je vous comprends bien, Arié Bensemoun, vous reprochez au gouvernement de ne pas soutenir suffisamment Israël dans cette crise. Non, moi je reproche surtout... Vous avez parlé de service minimum. Oui, d'être relativement complaisant finalement avec les Palestiniens lorsque ceux-ci se comportent d'une manière qui n'est pas acceptable. Le terrorisme, l'islamisme, enfin, c'est à l'ordre du jour de l'actualité française quasiment tous les jours. Nous sommes intransigeants ici en France avec les islamistes et avec les terroristes, en tout cas nous prétendons l'être, et souvent nous le sommes, peut-être pas suffisamment. Il y a certainement des progrès à réaliser de ce point de vue-là aussi chez nous, mais on ne peut pas demander finalement aux Israéliens d'avoir un comportement différent de celui que nous-mêmes nous devrions, ou nous avons d'une certaine manière s'agissant de ces confrontations-là. Donc oui, je dis qu'il faudrait que, pour éviter les prochaines confrontations, bon là il y a un cessez-le-feu, il tiendra ce qu'il tiendra, mais on sait très bien que pendant que nous parlons, eh bien le Hamas et le djihad islamique se réarment, creusent des tunnels offensifs pour attaquer Israël, préparent des attentats terroristes, et tout cela évidemment au détriment de leur propre population, parce qu'il ne faut pas oublier les centaines de milliers, pour ne pas dire millions de Gazaouis qui sont pris en otage, qui sont utilisés comme des boucliers humains, qui n'ont pas le droit à la parole. Le premier qui parle, il est immédiatement emprisonné, voire tué. Et qui reçoivent aussi les bombes qui sont envoyées ou les missiles qui sont envoyés notamment par Israël lorsqu'il y a des opérations pour essayer de neutraliser des terroristes. Vous voudriez quand même pas qu'on leur fasse livrer par Amazon des sucreries et des gâteaux. Il est clair que les Israéliens ont le droit de se défendre. Vous savez, quand les Français attaquent les bases d'AQMI en Afrique, eh bien ils attaquent les bases d'AQMI et il peut y avoir parfois malheureusement des dégâts collatéraux. Les Israéliens, je vous le fais remarquer, font quelque chose qu'aucun autre pays au monde ne fait. C'est envoyer des messages systématiquement, appeler les gens sur le terrain, envoyer des tracts, prévenir que des attaques vont être menées contre des positions militaires extrêmement bien repérées. Et vous savez, agir dans un territoire aussi dense que la bande de Gaza, pour cibler des terroristes, pour attaquer des rampes de lancement de roquettes, pour protéger les populations civiles, ça demande pour les Israéliens qui s'en préoccupent très sérieusement énormément d'informations et d'efforts, et c'est bien qu'ils le fassent. Et je vous rappelle que grâce notamment à Dôme de Fer, les dégâts en Israël sont minorés. Si les dégâts sont minorés, ça veut dire que les représailles sont aussi moins importantes. Donc
Les Israéliens sauvent des vies tous les jours, bien sûr sur leur territoire, parce que leur première responsabilité, c'est de protéger leurs civils, mais c'est aussi de préserver la vie des Palestiniens qui sont pris en otage. Et en même temps, vous le comprenez bien, il n'est pas possible de rester sans rien faire, de laisser les terroristes tirer des centaines et des milliers de missiles. Il y en a eu quand même 1100 en l'espace de 3 jours. Je vous laisse imaginer ce que cela représente aussi pour ceux qui vivent dans les abris. Et j'en sais quelque chose puisque ma famille, mes enfants et mes petits-enfants ont dû subir ces agressions depuis maintenant des années, et c'est tout à fait insupportable. Et je crois que, ne serait-ce que pour cela, pour les Palestiniens et pour les Israéliens, la communauté internationale devrait être un peu plus sévère, pour ne pas dire davantage, envers les terroristes et envers les islamistes, qu'ils soient en France ou en Europe, ou qu'ils soient au Moyen-Orient, et notamment lorsqu'ils s'en prennent à Israël. Vous parliez, Arié Ben Semoun, du Dôme de Fer. C'est le système de bouclier antimissile qui protège le territoire israélien contre la pluie de missiles ou de roquettes tirées notamment depuis la bande de Gaza ces derniers jours. Vous parliez de complaisance aussi. Alors revenons sur la polémique qui a agité la scène politique française en lien avec ces malheureusement interminable conflit israélo-palestinien. Des députés de gauche, plusieurs tendances confondues, des communistes, des insoumis, ont accusé Israël d'être un État qui pratique l'apartheid. Comment ça a été reçu en Israël ? Bon, comme vous pouvez l'imaginer, écoutez, vous savez, c'est une accusation monstrueuse. Tous ceux qui connaissent un tant soit peu Israël, je ne parle pas que de ceux qui y ont été, mais de ceux qui allument un peu leur télévision ou qui écoutent la radio, savent parfaitement qu'Israël est tout le contraire de l'apartheid et que c'est un pays où la coexistence est pas exemplaire, parce que nulle part dans le monde, elle est exemplaire. La coexistence existe. Des Arabes, des Juifs vivent ensemble au quotidien sur le territoire de l'État d'Israël. Ils ont des députés, ils sont médecins, ils sont pharmaciens, ils sont ingénieurs, ils sont entrepreneurs. Bref, les Juifs et les Arabes vivent exactement de la même manière en Israël. Et pour tous ceux qui en douteraient, je vous invite simplement à faire le voyage. C'est à 4 heures de Paris ou de n'importe quelle autre ville de France. Ils sont toujours assez bien desservis. Et chacun se rendra compte que cette accusation d'apartheid est farfelue. Non, ce qui est important derrière le mot d'apartheid, c'est quelle idée. Vous savez, ceux qui ont signé cette pétition en disant Israël est un État apartheid, c'est un projet de résolution proposé au Parlement français qui a été déposé par des députés. Oui, des députés communistes et des députés de la France insoumise et quelques députés de la NUPES, mais ceux-là même qui ont proposé cette résolution n'y croient pas eux-mêmes. En revanche, ils ont une idée derrière la tête. Ils l'expriment très clairement dans le document. Il faut démanteler l'entité sioniste, c'est-à-dire il faut détruire Israël. C'est pas ce qui est écrit dans le projet de résolution. C'est écrit, démanteler l'entité sioniste. Je vous invite à le relire. Je vous invite à le relire, c'est exactement ce qui est écrit. Et donc, c'est là l'objectif ultime de tous ceux qui sont les partisans du mouvement de boycott d'Israël, les soi-disant organisations pro-palestiniennes. Il ne s'agit pas de prôner ou de promouvoir la paix ou la coexistence, il s'agit de demander la destruction de l'État d'Israël. Et évidemment, c'est une chose que personne, aucun pays au monde ne peut accepter. Vous savez, il y a 192 États membres des Nations Unies. Israël en fait partie. C'est le seul État dont la disparition est à l'ordre du jour d'un certain nombre de résolutions qui ne valent pas grand-chose puisqu'elles n'ont pas de forme contraignante. Elles sont simplement le fait de comités qui n'ont pas de pouvoir particulier ou de l'Assemblée générale qui pourraient faire voter demain une résolution disant que la Terre est plate et elle serait votée parce qu'il y a des majorités automatiques. Dès lors que ça peut servir les intérêts des uns ou des autres, on peut faire voter absolument n'importe quel type de résolution aux Nations Unies. Donc voilà quelle est c'est la raison pour laquelle je vous parlais de la résolution proposée au Parlement français, non aux Nations Unies. Effectivement, antitétionniste est le terme qui est utilisé par les pays étrangers qui ne reconnaissent même pas l'existence d'Israël et qui préfèrent donc parler d'entité de fait sioniste pour qualifier politiquement Israël. La France reconnaît l'État d'Israël et les députés français devraient au moins être à jour de la position du pays qu'ils sont censés représenter, et ils sont ceux qui font la loi, et ils ne devraient pas proposer des résolutions qui non seulement sont des manipulations, sont des mensonges, sont des calomnies, et vont à l'encontre même d'une autre résolution votée, elle, par le Parlement en 2019, sur la nouvelle définition de l'antisémitisme, qui dit clairement que s'en prendre à Israël comme étant l'État du peuple juif, c'est faire preuve de cette nouvelle forme de l'antisémitisme, d'être haine des juifs. Donc je n'ai pas peur de vous dire, à vous, à Sud Radio, que les
députés qui ont voté cette résolution et que de manière générale, le mouvement de la France insoumise et du Parti communiste sont des partis qui ouvrent la voie à tous les sens du terme, à la haine des Juifs dans un pays comme la France, aujourd'hui au XXIe siècle. Et je trouve que c'est assez lamentable, pour ne pas dire désolant, et que face à cela, il devrait y avoir une mobilisation. Elle a eu lieu d'ailleurs, et nous en félicitons, mais une mobilisation encore beaucoup plus large pour condamner, pour dénoncer et pour isoler ces parlementaires qui bafouent les principes les plus élémentaires de la République. Je maintiens malgré tout, Arieh Ben Semoun, que dans le projet de résolution, il y a marqué démanteler un régime d'apartheid. Effectivement, sur les termes de la résolution. Ce qui n'est pas tout à fait effectivement. Démanteler un régime d'apartheid, quand on a défini Israël comme un régime d'apartheid, voilà. C'est donc de démanteler Israël. Pourquoi pas? Vous pouvez l'interpréter ainsi. Je disais juste qu'il n'y avait pas écrit. Non, c'est pas une interprétation, c'est une lecture factuelle. Vous pouvez le lire ainsi. Je disais juste qu'il n'y avait pas écrit par des députés français, quel que soit leur parti, démanteler l'entité sioniste. Ça, ce serait plutôt un communiqué de presse, par exemple, d'une agence iranienne, mais certainement pas de députés, fussent-ils communistes ou insoumis quand même, pour remettre les choses dans leur contexte. Merci beaucoup, Arieh Ben Semoun, d'être intervenu sur Sud Radio. On vous redonnera la parole, évidemment. On espère qu'on va pouvoir vous redonner la parole dans des circonstances un petit peu plus apaisées et pacifiques, pourquoi pas. Et en studio, pourquoi pas aussi une prochaine fois sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif d'Elnet France, qui œuvre au dialogue entre la France d'un côté et Israël de l'autre. Allez, restez avec